Madame et Messieurs les modérateurs, chers collègues, chers amis, quoi de neuf donc sur H. pylori? Vous savez que pour les Français, c'est une nouvelle orientation prioritaire du DPC. Mes objectifs pédagogiques avec un focus de l'épidémiologie au traitement, et je vous renvoie aussi pour les détails à l'article dans Postu. Mes conflits d'intérêts en tant qu'administrateur du GEFH. Alors, les recommandations, je m'appuie sur les données de la littérature, essentiellement les méta-analyses et les essais randomisés de forte puissance, qui sont publiés depuis les dernières recommandations GEF-SNFGE, sachant que la dernière conférence de Florence, le dite Maastricht 5, est en cours de publication, mais on dispose de données préliminaires dont je tiens compte, et également des discussions que nous avons au sein du GEFH pour l'actualisation de nos recommandations en 2016. Sur le plan épidémiologique, vous savez que l'infection Helicobacter est la première infection dans le monde, qu'elle a une prévalence qui est très variable d'un pays à l'autre, qu'elle reste élevée dans les pays en voie de développement, qu'elle est faible chez nous, sauf chez les personnes âgées qui ont plus de 60 ans, et dans les populations immigrées de régions à forte prévalence, et vous savez que ces populations augmentent dans notre pays comme en Europe. La transmission, eh bien, elle est toujours orale dans l'enfance, favorisée par le bas niveau socio-économique, le manque d'hygiène, la promiscuité. Un point intéressant, c'est le risque de réinfestation à l'âge adulte qui est précisé. Il est faible chez nous, 1,45%, mais beaucoup plus élevé dans les pays en voie de développement et peut-être aussi dans les familles immigrées en raison des facteurs de risque. Alors, faut-il changer le nom d'Helicobacter? Ici, je vous ai mis, c'est un petit clin d'œil, le nouveau nom que propose Gilles Enders dans ce bouquin très célèbre, le Rasmotailis, mais je doute que ce soit retenu par les bactériologistes. Alors, d'une manière plus sérieuse, la gastrite Helicobacter est maintenant considérée comme une maladie infectieuse, indépendamment du développement ou non de maladies associées. Le consensus de Kyoto a proposé une nouvelle nomenclature des gastrites chroniques et des duodénites chroniques dans laquelle figure bien entendu Helicobacter pylori et ça devrait aboutir à une refonte de cette classification. Alors vous connaissez ce schéma avec le devenir de la gastrite chronique à Helicobacter, avec les pathologies digestives qui vont du lymphome du Malte à la dyspepsie en passant par le cancer gastrique et les ulcères. J'insiste sur le fait que plus de 70% des patients ont une gastrite chronique asymptomatique, mais que néanmoins un certain nombre d'entre eux va pouvoir développer ce qu'on appelle une pathologie extradigestive, mais qu'il y a actuellement toujours beaucoup d'incertitudes et finalement assez peu de recommandations, comme vous allez le voir. Les recommandations fortes, elles ne changent pas. C'est bien sûr l'ulcère gastro-duodénal, évolutif ou non, qui inclut les complications. Le lymphome du mal gastrique avec une extension au lymphome de haut grade, car il y a un certain nombre de lymphomes de haut grade qui peuvent être mis en réémission, donc c'est tous les lymphomes du malte gastrique. En cas d'ulcère compliqué associé à la prise ANS et d'aspirine, en prévention primaire des ulcères gastro-duodénaux avec traitement par ANS, et je vous en reparlerai. Le traitement au long cours par IPP, en raison du risque de développement d'atrophie gastrique et donc un risque de cancer gastrique, et puis dans la dyspepsie fonctionnelle. Alors un petit mot sur les ulcères, avec une dernière méta-analyse qui montre qu'il y a une diminution très significative du risque, de l'incidence des ulcères lorsque l'on éradique Helicobacter avant un traitement par ANS. Alors ça concerne peu les gastro-entérologues et beaucoup plus les rhumatologues et les médecins généralistes. Néanmoins, bien sûr, lorsque l'on est en prévention de la récidive ulcéreuse chez un patient qui était sous ANS, il faut associer à l'éradication le traitement par IPP. Concernant les ulcères perforés, situation qui n'est pas si rare, eh bien la simple suture associée à l'éradication d'Helicobacter pylori suffit pour diminuer les récidives ulcéreuses. L'effet est surtout majeur à 8 semaines, il diminue à 1 an, ce qui est probablement lié à l'intervention d'autres facteurs de risque de récidive des ulcères, en particulier le tabagisme. Alors, quelques mots sur le reflux gastro-œsophagien. On a appris pendant longtemps qu'il ne fallait rien faire en matière d'Helicobacter. Eh bien non, il faut rechercher Helicobacter, il faut l'éradiquer de façon systématique, particulièrement lorsqu'il y a une œsophagite peptique ou un traitement prolongé par IPP. Le but, c'est d'éviter le développement d'une atrophie sous IPP après éradication. Il n'y a pas d'aggravation du reflux gastro-œsophagien après éradication avec des méta-analyses qui le montrent dans le RGO symptomatique, comme dans l'œsophagite. Il y a aussi, et c'est un élément nouveau, une possible amélioration du reflux après éradication, comme dans cette méta-analyse. Vous voyez, il y a une diminution de moitié des symptômes de reflux après éradication. Et puis, c'est déjà connu, pas de diminution significative de l'efficacité des IPP après éradication. Concernant la dyspepsie chronique et la dyspepsie fonctionnelle, l'infection Helicobacter est considérée comme une nouvelle cause de cette dyspepsie, mais ça ne concerne que 5 à 10% des patients dyspeptiques infectés. Une nouvelle méta-analyse le confirme et vous voyez que le nombre de patients à traiter pour guérir une dyspepsie, c'est 15, c'est donc relativement élevé. Et le consensus de Kyoto a proposé un nouvel algorithme qui permet de dire qu'il y a une dyspepsie associée à H. pylori si, après éradication, on a une amélioration symptomatique et qu'elle se prolonge pendant au moins 6 à 12 mois. Dans le cas contraire, on a une dyspepsie fonctionnelle non associée à Helicobacter pylori.
Les recommandations intermédiaires, pas de données contradictoires, hein. Ça reste valable pour la dyspepsie non explorée, mais pour des prévalences d'hélicobactères élevées dans la population, plus de 30%, ça concerne les soins primaires, et finalement, il y a peu de situations de ce genre en France. Les antécédents familiaux de cancer gastrique, il faut insister. Les lésions muqueuses, atrophie, métaplasie intestinale, on va y revenir, les antécédents de réfection localisée de cancer gastrique, le syndrome de Lynch, et puis toujours la chirurgie bariatrique en cas de bypass pour prévenir l'apparition d'un cancer sur l'estomac exclu. Alors, quelques mots à ce sujet. Donc, l'éradication en prévention du cancer, on a une très belle méta-analyse récente qui montre qu'on peut prévenir la survenue d'un cancer gastrique en éradiquant l'hélicobactère, même lorsqu'il y a des lésions prénéoplasiques incluses. Mais cependant, ce résultat est très variable suivant les populations, suivant la géographie. Et vous voyez qu'il faut qu'on prévient un cancer en traitant 15 Chinois, mais il faut traiter 245 Américaines pour prévenir un cancer. Donc en résumé, la prévention de l'adénocarcinome gastrique, c'est surtout indiqué dans les pays à forte incidence du cancer, ce qui n'est pas notre cas, et aussi en l'absence de métaplasie intestinale et de dysplasie, ce qui est montré dans des travaux récents également publiés. Donc la prévention du cancer gastrique est optimale avant l'apparition des lésions prénéoplasiques. Ce risque d'adénocarcinome gastrique peut être évalué grâce à une cartographie gastrique des lésions prénéoplasiques, et on dispose pour cela de classifications, soit pour l'atrophie, c'est le système OLGA, soit pour la métaplasie intestinale, c'est le système OLGIM. Pour ce faire, vous le savez sans doute, il faut faire 5 biopsies, 2 dans l'antre et 1 au niveau de l'angle dans un même pot, et 2 autres biopsies dans le corps gastrique. Et grâce à cela, on va pouvoir typer le risque avec un risque maximal de cancer, grade 4, en cas d'atrophie ou de métaplasie intestinale, dans l'antre et le corps, et bien sûr pour des niveaux élevés de lésions. Qu'en est-il de l'incidence du cancer gastrique chez les patients avec lésions prénéoplasiques gastriques? On a beaucoup parlé des pays à fort risque. Eh bien ici, on dispose d'une cohorte suédoise à faible risque, qui est très intéressante, puisqu'elle permet, ici, avec un suivi de 10 ans en moyenne d'une très importante population, de définir que les lésions à risque sont la dysplasie, la métaplasie intestinale, l'atrophie gastrique, avec une augmentation donc de l'incidence du cancer. Et sur l'autre diagramme, ici, vous avez le risque relatif de cancer, et vous voyez que ce risque, il est significatif pour la dysplasie, pour la métaplasie intestinale, pour l'atrophie gastrique, et également pour la gastrite, avec un risque multiplié par 2 ou par 4. Donc ça renforce tout à fait la nécessité de rechercher ces lésions et de suivre les patients. Alors dans le suivi, vous connaissez les recommandations d'endoscopie. Il faut surveiller à 3 ans en cas de gastrite chronique extensive ou de métaplasie intestinale diffuse, à 1 an ou à 3 à 6 mois en cas de dysplasie de bas grade ou de haut grade. Et bien sûr, quand il y a des dysplasies sur lésions, il faut une résection endoscopique ou une chirurgie. Et finalement, ça rejoint les recommandations des anapathes, hein, gastroscopie à 3 ans s'il y a des lésions dans l'antre ou dans le corps sévères, d'atrophie ou de métaplasie intestinale. Les antécédents familiaux de cancer gastrique, ici je vous résume, vous ne pouvez pas lire bien sûr les études cas témoins, avec en résumé, pour les Européens, un risque de cancer gastrique chez les apparentés au premier degré de patients avec cancer gastrique, compris entre 1,8 et 3,5, donc ça justifie de faire une recherche. Dans la méta-analyse de Rocas, vous voyez que chez les apparentés au premier degré des patients avec cancer gastrique, on a non seulement une augmentation de la prévalence d'Helicobacter pylori, mais une augmentation de l'atrophie et une augmentation de la métaplasie intestinale. Les recommandations intermédiaires concernant les pathologies dites extradigestives ne changent pas. Il y a toujours l'anémie ferriprive sans cause retrouvée, la carence en vitamine B12 sans cause retrouvée, et puis une pathologie que vous connaissez probablement moins bien, qui est le purpura thrombopénique immunologique, avec possibilité d'améliorer 50% des malades après éradication. Alors, est-ce qu'il n'y a que des mauvais hélicobactères? Est-ce qu'on peut imaginer que la gastrite chronique puisse être protectrice? Alors, vous savez qu'il y a eu des travaux dans le passé qui ont montré qu'il y avait une certaine prévention peut-être dans l'asthme et les maladies allergiques, mais on n'a pas de nouveaux papiers pour donner des recommandations quelconques. Et puis, il y a des éléments intéressants à suivre concernant éventuellement un rôle préventif de la maladie de Crohn. Alors, on passe au diagnostic de l'infection avec les tests sur biopsie que vous connaissez. La culture qui reste intéressante pour l'antibiogramme, et je vous rappelle que l'antibiogramme permet de tester la sensibilité de tous les antibiotiques. Bien sûr, l'anapathe qui permet aussi de typer la gastrite. Le faible intérêt du test rapide à l'uréase qui est peu sensible et non remboursé, et tout l'intérêt actuellement des PCR, car les PCR peuvent faire le diagnostic de l'infection et également rechercher la résistance à la clarithromycine, et on espère que prochainement ces examens seront mis à la nomenclature et pourront être remboursés et le cas échéant donc utilisés dès le diagnostic de l'infection. Pour les tests non invasifs, ça ne change pas, c'est toujours le test respiratoire à l'urée 13C qui est performant aussi bien avant qu'après traitement. La détection antigénique des selles a des performances équivalentes mais n'est pas disponible en France.
En revanche, la sérologie est disponible, elle n'est pas chère. Et dans une étude qu'on a faite avec l'AFSAPS, on a validé un certain nombre de tests, vous voyez 4 sur 17, qui ont des performances supérieures à 90% et qui peuvent être, dans certaines situations, une alternative aux tests respiratoires sans endoscopie. Alors, je vous résume ici un peu les indications dans cette situation très pratique. Le test respiratoire ou la sérologie chez un patient de moins de 40 ans avec des antécédents familiales de cancer gastrique, en cas d'antécédent d'ulcère gastro-duodénal, de PTI, avant traitement par INS ou aspirine, en cas de lymphome du Malte. Et puis, deux indications particulières de la sérologie. Quand le patient est sous antibiotiques ou IPP, c'est extrêmement fréquent, car à ce moment-là, il y a une diminution de la sensibilité de tous les tests parce qu'il y a une diminution du nombre d'hélicobactères, mais la sérologie reste positive. Les ulcères gastro-duodénaux H. pylori négatif, la sérologie est utile et ça permet de déclencher le traitement d'éradication en cas de résultat positif. Et puis bien sûr, rappeler que seul le test respiratoire est utile pour contrôler le traitement. Pour les biopsies gastriques, eh bien, c'est le sujet de plus de 40 ans qu'il y a des antécédents familiaux de cancer, parce que dans cette situation, on a un risque de lésion prénéoplasique. Bien sûr, c'est les symptômes digestifs, les signes d'alarme, la carence martiale et la carence en vitamine B12, car il faut faire une cartographie des lésions en raison du risque d'atrophie, les situations d'hémorragie post-ulcéreuse, les situations d'ulcère gastrique, et également, bien sûr, en cas d'échec d'éradication répétée, l'intérêt de faire la PCR ou l'antibiogramme. Alors, on termine par le traitement. C'est une longue route, elle n'est pas achevée. Vous savez qu'on a appris à ne plus faire de traitement probabiliste de première ligne à base de trithérapie, IPP plus 2 antibiotiques, car le taux d'éradication est descendu en dessous de 80% en raison du développement des résistances aux antibiotiques. On vous a dit jusqu'à présent qu'il fallait faire une quadrithérapie séquentielle, 5 jours d'amoxicilline puis 5 jours de clarithromycine, métronidazole avec un IPP. Eh bien, c'est has-been. Pourquoi? Parce qu'on n'atteint plus 90% d'éradication. Alors, qu'est-ce qui est proposé en 2016? Eh bien, le bismuth toujours, puisque vous allez voir, évidemment, le bismuth, ça reste intéressant avec le Pilera. Et maintenant, la quadrithérapie concomitante, c'est-à-dire toujours 3 antibiotiques et un IPP, mais pris de façon simultanée. Et ça, c'est les recommandations que nous proposons actuellement. Alors, il reste une place pour les trithérapies, à condition qu'elles soient guidées en première ligne. Et c'est le cas des pays où la résistance est supérieure à plus de 15% pour la clarithromycine, et en France, on est à 25%. Le protocole hélicaustique que Jean-Charles Déchet vous avez présenté ici il y a 4 ans, qui montrait 85,6% d'éradication par rapport à la trithérapie empirique non guidée, 72%. Il faut préciser que ce traitement n'était que de 7 jours, et dans une étude espagnole récente où le traitement est de 10 jours, vous voyez qu'on dépasse les 90%, donc les trithérapies guidées restent intéressantes. En ce qui concerne la quadrithérapie séquentielle, eh bien, la messe est dite. Vous voyez ici, dans une méta-analyse, vous voyez qu'à la marge, il y a une supériorité du traitement séquentiel par rapport à la trithérapie sur 10 jours. Par contre, si on donne la trithérapie 14 jours, elle n'est pas différente du traitement séquentiel de 10 jours. En revanche, si on donne, dans une dernière méta-analyse, le traitement séquentiel 14 jours, on est supérieur à la trithérapie de 14 jours. Alors, la quadrithérapie concomitante, c'est, comme je vous l'ai dit, IPP, amoxicilline, clarithrome, tétro, pendant 10 à 14 jours. Quelques arguments pour. D'abord, elle est plus efficace que la trithérapie. Vous voyez qu'on atteint 90% d'éradication. Deuxièmement, eh bien, elle est à la marge un peu plus efficace dans certains essais que la quadrithérapie séquentielle de 10 jours. C'est le cas d'une étude en Espagne, et l'Espagne a à peu près le même taux de résistance à la clarithromycine que nous. Cette quadrithérapie de 14 jours concomitante est à peu près équivalente à la quadrithérapie hybride. Le hybride, ben, ça signifie simplement les 7 premiers jours avec de l'amoxicilline, puis après les 7 derniers jours, on continue l'amoxicilline et on associe la clarithromycine et le métronidazole. On a une méta-analyse de 3 études qui le confirment, mais les résultats dans l'ensemble semblent plus robustes pour la quadrithérapie concomitante que l'on recommande plus tôt. Et puis, le traitement de 14 jours par rapport à 10, il est préférable car d'une manière générale, on est plus efficace quand il y a des résistances élevées à la clarithromycine et au métronidazole. Alors, un petit flash sur les doses d'IPP. C'est une vieille affaire pour nous. Vous savez, il y avait les IPP et c'était un argument commercial de première et de deuxième génération. Eh bien, en fait, dans le traitement par IPP, si on utilise des fortes doses, ici, vous avez un essai où on a pris esoméprazole 40 x 2. C'est 2 fois plus que la dose habituelle pour la trithérapie. Et quand on a comparé trithérapie à quadrithérapie, optimisée, ben vous voyez qu'on a des taux très efficaces en ITT, 90% en quadrithérapie concomitante, 81% en trithérapie. Donc peut-être un intérêt à augmenter les doses d'IPP. Il y a des justificatifs, on pourrait y revenir dans la discussion. La quadrithérapie bismutée, eh bien, il n'y a rien de neuf. Ici, je vous redonne l'essai pivot qui avait permis d'obtenir l'AMM en Europe du Pilera. Pilera, c'est un combo, bismuth, tétracycline, métronidazole en association avec l'oméprazole. Il y avait en per protocole 93% d'éradication. Dans un essai récent coordonné par Jean-Charles Delchier en traitement de recours, qui était un essai ouvert, eh bien, on obtient 94% avec la quadrithérapie bismutée, donc qui reste tout à fait intéressante. Donc, qu'est-ce qu'on recommande en 2016? Eh bien, soit en première ligne, en traitement probabiliste,
le traitement à base de bismuth qui ne change pas, 10 jours, pas de changement. Et ce traitement est bien sûr indiqué si vous avez une allergie aux bêta-lactamines. L'alternative, c'est la quadrithérapie concomitante, IPP, Amox, Claritro, Métro, 10 ou plutôt 14 jours si on veut une plus grande efficacité. Reste en suspens et on n'a pas tranché, je vous le dis très honnêtement. 14 jours plus tôt, mais est-ce qu'il faut doubler la dose d'IPP par rapport à ce que je viens de vous dire? Est-ce qu'il faut mettre l'amoxicilline 3 fois 1000 mg, ce qui est plus en accord avec sa pharmacocinétique? Est-ce qu'il faut aussi augmenter la dose de métronidazole? On a des données dans la littérature qui sont en faveur de ce type d'attitude. Donc, on fait l'un ou l'autre, et en cas d'échec, on switch. Et avec ça, eh bien, on obtient en gros 95% d'efficacité sur 2 lignes. Et on a même dans un essai chinois de crossover bismuth sans bismuth, 100% d'éradication après 2 lignes, donc peut-être le traitement le plus efficace. L'avantage, c'est de combiner des antibiotiques et des antibactériens différents, c'est d'éviter le réemploi de la clarithromycine, qui est inducteur de résistance. On réemploie le métronidazole, mais on sait que la résistance in vitro du métronidazole, elle n'est pas forcément significative d'échec, c'est même en général pas le cas. Alors, petit élément donc pour finir, pour ou contre le bismuth en première intention. Bon, l'intérêt du bismuth dans Pilera, c'est qu'il est optimisé, c'est-à-dire qu'il est à une dose élevée, plusieurs fois par jour, donc ça permet d'avoir des taux d'éradication élevés. Les 2 antibiotiques, tétracycline, métronidazole, sont finalement assez peu utilisés, donc il n'y a pas de pression de sélection dans la population, à l'inverse de la quadrithérapie sans bismuth, où on a de la clarithromycine, de l'amoxicilline, qui sont évidemment des antibiotiques très utilisés. Contre, c'est 140 gélules, contre 80 pour la quadrithérapie concomitante de 10 jours, 112 pour le 14 jours. Il y a probablement un problème de compliance, il y a probablement un peu plus d'effets secondaires. Les encéphalopathies au bismuth, il y a des gens qui ont toujours peur de ça en France, mais je vous rassure, il n'y a pas beaucoup de cas, il n'y a pas de cas déclarés, et en plus, le suivi qui est fait actuellement par l'ANSM est plutôt rassurant. Il y a un coût néanmoins supérieur. Quoi qu'il en soit, la Société française de pathologie infectieuse a recommandé ce traitement. En cas d'échec d'éradication, et vous voyez que c'est rare, il faut faire l'antibiogramme ou la PCR, et en fonction de la sensibilité au quinolone ou au macrolide traité. Alors il y a un point particulier, quand on a une résistance au quinolone, on avait recommandé jusqu'à présent l'utilisation de la rifabutine, on est beaucoup plus réservé parce que c'est un médicament cher et qui a des effets secondaires qui peuvent être graves, et donc on pourrait recommander à la place IPP, métronidazole, amoxicilline, mais en utilisant ceinture et bretelle, c'est-à-dire double dose d'IPP, peut-être rabéprazole ou ésoméprazole, 3 fois 500 mg de métronidazole et 3 fois 1 g d'amoxicilline. Voilà, je termine avec les points forts. Donc, en cas d'antécédent familial au premier degré de cancer gastrique chez un patient asymptomatique, on recherche H. pylori avant 40 ans par sérologie ou test respiratoire, après 40 ans avec biopsie gastrique et examen anapathe. H. pylori peut être considéré comme une des causes de la dyspepsie chronique. Au cours de la gastroscopie, il faut faire 5 biopsies pour faire un examen anapathe, pour rechercher HP et cartographier des lésions d'atrophie de métaplasie intestinale et évaluer le risque de cancer gastrique. Et avant traitement d'éradication, la sérologie est performante, y compris en cas de traitement par IPP. Je vous rappelle que les IPP diminuent la sensibilité des autres techniques diagnostiques et que ça nécessite l'arrêt des IPP pendant au moins 2 semaines. Actuellement, les traitements probabilistes de première et de deuxième ligne sont soit la quadrithérapie concomitante de 10 et plutôt 14 jours, soit la quadrithérapie bismuthée de 10 jours. Quand on a un échec après ces 2 lignes, il faut faire une culture avec antibiogramme ou une PCR. Et évidemment, on attend le remboursement de cette PCR. Et à ce moment-là, on guide par la résistance aux antibiotiques ou la sensibilité des thérapies de 3e ligne. Et puis, dernier point qui est peut-être essentiel en pratique, c'est que le succès du traitement repose sur l'information du patient et sur une collaboration active entre le gastro-entérologue et le médecin traitant avec des protocoles qui sont proposés par la SNFJE. Je vous remercie de votre attention.